à se libérer. Petit Robert. Hantait, fréquentait habituellement en parlant des esprits, des fantômes, idées, mais aussi fréquenter un lieu de manière habituelle. Il existe également un vieux substantif oublié, une hante, endroit où les animaux se nourrissent. Qu'est-ce qui vient se nourrir à Derry? Qu'est-ce qui se nourrit de Derry? Voyez-vous, il y a quelque chose de fascinant. J'ignorais qu'il était possible pour un homme d'être aussi terrorisé que je le suis depuis l'affaire Adrian Mellon et de continuer à vivre et même à fonctionner. C'est comme si j'étais devenu le personnage d'une histoire. Or, tout le monde sait qu'en principe, on éprouve une telle peur qu'à la fin de l'histoire, quand la chose venue des ténèbres jaillit des boiseries pour venir reprendre des forces, en vous dévorant bien sûr, en nous dévorant. Mais si je suis dans une histoire, il ne s'agit pas de l'un des classiques de l'épouvante signé Paul Lovecraft ou Bradbury. Si je ne sais pas tout, voyez-vous, je suis loin d'être totalement ignorant. Je ne m'y suis pas mis après avoir lu, dans Larry News, un jour de septembre dernier, le compte rendu des auditions préliminaires du jeune Unwin, même si cela qui me fait penser que le clown était peut-être de retour, le clown qui assassinait George Denbrough. Non, c'est vers 1980 que je m'y suis mis, comme si quelque chose qui sommeillait en moi venait de se réveiller, averti que le temps du retour de ça faut bien être proche. Quel quelque chose? Le veilleur, je suppose. À moins que ce ne soit la voix de la tortue. Oui, je crois plutôt que c'était elle. Je sais que c'est ce qu'aurait pensé Bill Denbrough. J'ai découvert des histoires d'horreur anciennes dans de vieux livres, lu des informations sur d'anciennes atrocités dans de vieux journaux, avec, constamment au fond de mon esprit, ce grondement de coquillage chaque jour un peu plus fort, annonciateur de force montant en charge, et avec l'impression aussi de sentir l'âcre odeur d'ozone de la foudre à venir. J'ai commencé alors à prendre des notes pour un livre que je ne vivrai pas assez longtemps pour écrire. Et en même temps, ma vie continuait son train-train. À l'un des niveaux de mon esprit, je cohabitais et cohabite toujours avec les horreurs les plus grotesques et les plus délirantes. À un autre, je continue de mener l'existence ordinaire d'un bibliothécaire de petite ville. Je remets des livres à leur place, j'établis les cartes des nouveaux adhérents. J'éteins les lecteurs de microfilms, laissés branchés par des gens négligents. Je plaisante avec Carol Danner sur le plaisir que j'aurai à coucher avec elle. Elle me répond sur le même ton qu'elle. Aussi ça lui ferait plaisir. Mais que nous savons l'un et l'autre qu'elle plaisante et moi pas. Comme nous savons qu'elle ne restera pas bien longtemps dans un trou comme Derry, alors que moi j'y vivrai jusqu'à ma mort, à petasser les pages déchirées des revues, assiégé à la commission mensuelle des acquisitions, ma pipe à la bouche et une pile du journal des bibliothèques à portée de main. M'éveillant au milieu de la nuit, les poings écrasés contre ma bouche pour étouffer un hurlement. Erroné, les conventions gothiques du genre. Mes cheveux ne sont pas devenus blancs. Je ne suis pas somnambule. Je ne tiens pas de propos sibyllins et ne porte pas de cris sur moi. Je crois que je ris un peu plus fréquemment, c'est tout, d'un rire qui sonne un peu trop aigu et bizarre, sans doute, car parfois les gens me jettent des regards curieux. Une partie de moi-même, celle que Bill appellerait la voix de la tortue, me dit que je devrais les contacter ce soir. Mais en suis-je absolument certain, actuellement? Non, bien sûr que non. Mais Seigneur, ce qui est arrivé à Adrian Mellon ressemble tellement à ce qui arrivait à George, le frère de Bill le Beg, à l'automne 1957. Si ça a recommencé, je les appellerai. Il le faut, mais pas maintenant. C'est trop tôt, de toute façon. Les choses avaient débuté lentement la dernière fois, pour ne devenir sérieuses que pendant l'été 1958. J'attends donc. J'ai rempli cette attente avec des mots dans ce carnet, où en contemplant
de mon vieux Mike. Le regard un peu fixe peut-être, et les paupières légèrement gonflées à cause d'un sommeil perturbé, mais pas au point qu'on le remarque, à moins de le regarder de très près, à la distance du baiser, distance à laquelle je ne me suis pas trouvé depuis longtemps. En me jetant un simple coup d'œil, on pourrait se dire voilà quelqu'un qui dit trop, mais c'est tout. Peu de chance de deviner le combat auquel se livre actuellement l'employé de banque au visage timide. Combat pour tenir, pour ne pas devenir fou. Si je donne ces coups de téléphone, cela pourrait signifier la mort pour certains. Ce n'est là qu'une des choses que je dois envisager lorsque ces nuits interminables, quand le sommeil ne vient pas et que je reste allongé dans mon pyjama de flanelle bleue, les lunettes soigneusement repliées sur la table de nuit à côté du verre d'eau, mis là où je me réveillerai en ayant soif. Et étendu dans le noir, je le bois à petites gorgées et me demande de quoi ils se souviennent exactement. J'ai parfois la conviction qu'ils ne se souviennent de rien, parce qu'ils n'ont aucun besoin de se souvenir. Je suis le seul à entendre la voix de la tortue, le seul qui se rappelle, car je suis le seul à être resté ici à Derry. Et comme ils se sont dispersés aux quatre vents, ils n'ont aucun moyen de savoir que leur existence ont suivi des chemins parallèles. Les faire revenir, leur montrer, oui, cela pourrait tuer l'un d'entre eux, ou même tous. C'est pourquoi j'y pense sans cesse. Je pense sans cesse à eux dans un effort de les voir comme ils étaient et comme ils doivent sans doute être maintenant pour déterminer lequel d'entre eux est le plus vulnérable. Richie Dozier, la grande gueule, me dis-je parfois. C'était lui que Chris, Higgins et Bowers semblaient attraper le plus souvent, en dépit de l'obésité de Ben. C'était Bowers que Richie redoutait le plus, que nous redoutions nous tous le plus. Mais les autres arrivaient aussi à le terroriser complètement. Si je le relance en Californie, ne va-t-il pas avoir l'impression cauchemardesque d'un retour des grands méchants? Deux surgis de la tombe et le troisième échappé de l'asile de Juniper Hill, où il délire encore aujourd'hui. D'autres fois, c'est dit. Il me paraît avoir été le plus faible, et dit avec son char d'assaut de mer et ses épouvantables cristasmes. Beverly, elle s'efforçait de parler comme les durs, mais elle avait aussi peur que les autres. Ou Bill le bec, que l'horreur ne quitte pas quand il tape sur sa machine à écrire. Ou Stan Uris, effilé comme un rasoir, la lame d'une guillotine suspendue au-dessus de leur tête. Mais plus j'y pense et plus je suis convaincu qu'ils en ignorent la présence. Je suis celui qui peut déclencher le mécanisme. Il me suffit d'ouvrir mon répertoire et de les appeler les uns après les autres. Mais je n'aurais peut-être pas besoin de le faire. Je m'accroche à l'espoir, de plus en plus ténu, d'avoir pris les cris de souris de mon esprit pusillanime pour la voix authentique de la tortue. Qu'avons-nous après tout? Mellon en juillet, le cadavre d'un enfant trouvé mort sur Newbold Street en octobre, et un autre dans Memorial Park début décembre. Juste avant les premières neiges. Pourquoi pas un vagabond comme l'écrivent les journaux, ou un cinglé qui aurait quitté Derry, ou se serait supprimé lui-même, pris de remords ou de dégoût, comme l'aurait fait le véritable Jack l'Éventreur, d'après certains livres. Peut-être. Mais c'est juste en face de la vieille maison maudite de Newbold Street que l'on a retrouvé la petite Albrecht, tuée le même jour que George Denbrough, 27 ans auparavant. La petite Johnson que l'on a découvert dans Memorial Park avec une chambre en moins. Memorial Park, c'est là aussi que se dresse le château d'eau de Derry, et le gamin agissait presque à son pied. Le château d'eau est un jet de pierre des friches mortes. Le château d'eau est également l'endroit où Stan Uris a vu ses garçons morts. À ce stade, ce n'était peut-être encore que de pure coïncidence ou simple mirage, voire quelque chose entre les deux, une sorte d'écho maléfique. Pourquoi pas? Il me semble que oui. Ici, à Derry, tout est possible. Je crois que ce qui était là autrefois s'y trouve toujours. La chose de 1957 et 1958, celle de 1929 et 1930, quand un incendie, allumé par la Légion de la Décence, a ravagé complètement le quartier noir. Celle de 1904, 1905 et du début de 1906, au moins jusqu'à l'explosion des aciéries Kitchener. Celle de 1860
jamais ça recommencer. On aurait presque dit un anneau druidique, le sang de nos mains, pomme contre pomme, signait notre promesse. Un rituel peut-être aussi ancien que l'humanité elle-même, un moyen mystérieux de puiser à la source de tout pouvoir, celle qui court souterraine aux limites de ce que nous savons et de ce que nous soupçonnons. Car à la similitude, me voici que je fais mon Build and Bro, rabâchant comme lui, bégayant, revenant toujours sur les mêmes choses, à savoir quelques faits et quantité de suppositions déplaisantes et plutôt brumeuses, qui prennent un caractère de plus en plus obsessionnel à chaque paragraphe, malsain, inutile et même dangereux. Mais il est tellement pénible d'attendre les événements. En principe, ce carnet de notes a pour but de dépasser cette obsession en élargissant mon champ d'observation. Après tout, il ne s'agit pas seulement de l'histoire de cet môme, tous plus ou moins malheureux, rejetés par leur père et ayant dérapé dans un cauchemar pendant un été caniculaire, alors qu'Eisenhower était encore président. Si vous voulez, c'est une tentative pour faire prendre du champ à la caméra, afin qu'elle englobe toute la ville, ce lieu où près de 35 000 personnes travaillent, mangent, dorment, copulent, font leurs courses, circulent, déambulent, vont à l'école ou en prison. Et tout, parfois, ils disparaissent dans les ténèbres. Pour savoir ce qu'est un lieu, je crois sincèrement qu'il faut savoir ce qu'il fut. Et si je devais absolument préciser le jour où tout ça a recommencé pour moi, je désignerais celui, au printemps 1980, où je rendis visite à Albert Carson, mort l'été dernier à 91 ans, chargé comme donneur. Il était resté bibliothécaire en chef de 1914 à 1960, une durée incroyable, mais il était lui-même incroyable, et personne ne me paraissait mieux placé que lui pour me dire par où commencer mes recherches historiques. L'entrevue eut lieu sous son porche, où il répondit à mes questions d'une voix éraillée, car il luttait déjà contre le cancer de la gorge qui a fini par l'emporter. Il n'y en a pas un seul qui vaut tripette, comme vous le savez fort bien. Alors, par où je dois commencer? Commencer quoi, au nom du ciel? Mes recherches sur l'histoire de la région, de la commune de Derry. Ah, bon, il faut partir de Frick et de Michaud. Ils passent pour être les meilleurs. Et une fois que je les aurai lus, Seigneur, non, jetez-les à la corbeille à papier. C'est ça, votre première étape. Ensuite, lisez Budinger. Bronson Budinger était un chargeur lamentable qui souffrait d'une caphomanie incurable. Si la moitié de ce que j'ai entendu dire est vrai, mais quand il s'agissait de Terry, il s'en sortait mieux. Presque tous les faits qu'il rapporte sont faux, mais il a tout faux avec le juste sentiment des choses, Londres. Je ne pus m'empêcher de rire, et Carson sourit de ses lèvres gercées, un accès de bonne humeur qui avait quelque chose d'un peu effrayant. Il avait l'air d'un vautour qui monte une garde joyeuse autour d'un animal fraîchement abattu, attendant qu'il soit décomposé à point avant de le déguster. Quand vous en aurez terminé avec Bedinger, disait Eves, notez tous les gens à qui il a parlé. Sandy Eves est toujours à l'université du Maine, folkloriste. Après l'avoir lu, allez le voir, payez le restaurant à votre place. Payez le restaurant à votre place, je l'amènerai à l'Orinoca. Parce que le service n'en finit pas. Pressez-le à mort, remplissez votre carnet de noms et d'adresses, parlez aux anciens qu'il a connus, ceux qui sont encore en vie, on n'est pas très nombreux, et soutirez-leur d'autres noms. À ce moment-là, vous aurez toutes les cartes en main, si vous êtes aussi malin que je le crois. Si vous arrivez à coincer assez de gens, vous finirez par trouver quelques trucs qui ne sont pas dans les livres, par vous rendre compte qu'aussi ils perturbent votre sommeil.
Alors si j'avais une citerne de napalm et mon vieux Brickley-Zippo, croyez bien que je m'en occuperais de cette cochonnerie. Mais si l'on est assez éclectique pour apprécier même les statues en plastique, alors ça colle, Dewey. La question est, qu'est-ce que ça veut dire pour vous coller en Inde? Hein? Ou plutôt, que voulez-vous dire par ça ne colle pas? Je ne puis que secouer la tête. Ou il savait, ou il ne savait pas. Il parlerait, ou il ne parlerait pas. Faites-vous allusion aux désagréables histoires que vous pourriez entendre, ou à celles que vous connaissez déjà, reprit-il. Des histoires désagréables, il y en a toujours. L'histoire d'une ville, ça ressemble à ces immenses vieilles baraques pleines de pièces, de recoins de greniers, de trappes à linge sale, pleines de plaques et de cachettes, sans parler d'un ou de passages secrets à l'occasion. Si vous vous lancez dans l'exploration de la baraque d'Harry, vous allez trouver toutes sortes de choses. Oui, vous le regretterez peut-être par la suite, mais vous les trouverez. Et ce qui est trouvé ne peut pas être détrouvé. Hein? Ces pièces sont fermées, mais des clés existent. Elles existent. Une petite lueur matoise brilla dans le regard du vieillard. Vous pourrez imaginer que vous êtes tombé sur le secret le plus affreux de Terry, mais il y en aura un de plus, et encore un autre. Croyez-vous? Je ne crois. Je crois que je vais vous prier de bien vouloir m'excuser. Ma gorge me fait très mal aujourd'hui. C'est l'heure de mon médicament et de ma sieste. En d'autres termes, voici une fourchette et un couteau, mon ami. Et maintenant, à vous de trouver quelque chose à vous mettre sous la dent. Je commençai donc par Frick et Michou. Je suivis le conseil de Carson et jetai les 2 livres au panier, mais non sans les avoir lus auparavant. Ils étaient aussi mauvais qu'il l'avait dit. Puis je lus le Budinger, recopiai les notes de bas de page pour les exploiter. Travail plus satisfaisant, mais les notes de bas de page sont une espèce étonnante, voyez-vous, comme des sentiers serpentant dans un paysage sauvage et anarchique. Ils se dédoublent et se dédoublent encore. À un moment donné, vous prenez la mauvaise direction et vous vous retrouvez dans un roncier inextricable ou dans un marécage au sable mouvant. Quand on en trouve une, avait dit un jour mon prof de biblio d'économie, il faut les grabouiller avant qu'ils ne fassent des petits. Mais elles font des petits. Ce sont parfois de beaux enfants, mais la plupart du temps des avortons. Celle de l'histoire du vieux Derry de Budinger, au style emprunté, vagabondé parmi un bon siècle de livres oubliés et de thèses poussiéreuses dans les domaines de l'histoire et du folklore. Parmi aussi des articles, des revues défuntes et des piles de registres municipaux à donner le tournis. Mes entretiens avec Sandy Eves furent plus intéressants. Ces sources recoupaient de temps en temps celles de Budinger, sans plus. Eves avait consacré une bonne partie de son existence à relever des traditions orales, des histoires de bonnes femmes, autrement dit. Presque mot à mot, une technique qu'aurait certainement méprisé Bronson Budinger. Eves avait rédigé un ensemble d'articles sur Dewey au cours des années 1963-1966. La plupart des vieux auxquels il avait alors parlé étaient morts au moment où j'entrepris mes propres investigations. Mais ils avaient eu des fils, des filles ou des neveux. Et bien entendu, il ne faut pas oublier cette vérité première. Tout vieillard qui meurt ne tarde pas à être remplacé par un autre. Quant aux bonnes histoires, elles ne meurent jamais. Elles sont toujours transmises. Je m'assis donc sous quantité de porches, m'appuyai à quantité de piliers, puis quantité de thé, de bière industrielle ou domestique, de mixtures diverses, d'eau du robinet et d'eau de source. J'écoutais beaucoup et mon magnétophone tournait pendant des heures et des heures. Budinger et Eves étaient entièrement d'accord sur un point. Les premiers colons blancs à s'être installés étaient à peu près 300 et anglais. Ils avaient une charte et étaient connus sous le nom de Dewey Company. La terre qui leur avait été concédée couvrait ce qui est aujourd'hui Derry, l'essentiel de Newport et de petites portions de villes environnantes. Et en l'an 1641, tout le monde disparut et la commune de Derry. Tout le monde disparut de la commune de Derry. Tout le monde était là en juin. 340 âmes à cette époque, mais en octobre, il n'y avait plus personne. Le petit village de maisons de bois devint complètement désert. L'une d'elles, qui se dressait à peu près à l'emplacement actuel du carrefour de Whitechapel, Jackson
entièrement brûlée. Michaud tient pour acquis que tous les villageois ont été massacrés par les Indiens, mais en dehors de la maison incendiée, rien ne vient étayer cette thèse. Il était plus vraisemblable qu'un poêle mal réglé ait communiqué le feu à la maison. Tous deux se massacrent par les Indiens. Pas d'ossements, pas de cadavres. Une inondation. Pas cette année. Une épidémie. Pas la moindre trace dans les autres villes de la région. Les gens purement et simplement disparus. Tous les 440. Sans laisser un seul indice. À ma connaissance, il n'y a qu'un cas vaguement semblable dans toute l'histoire américaine. Celui des disparitions des colons de l'île Roanoke, en Virginie. Tous les écoliers en ont entendu parler, mais qui est au courant de l'affaire de Derry? Pas même les gens qui y habitent, dirait-on. J'interrogeais là-dessus plusieurs étudiants, tous inscrits au cours d'histoire du Maine. Ils ne savent rien. J'ai ensuite vérifié le texte. Le Maine, autrefois et maintenant. L'index comporte un peu plus de 40 entrées à Derry. La plupart se rapportent à la vague de prospérité liée à l'exploitation du bois. Pas un mot sur la disparition des premiers colons. Et néanmoins, comment le qualifierais-je, ce silence cadre avec le reste du tableau. Une sorte de mur de silence entoure bien des choses qui se sont passées ici. Et cependant, les gens parlent. J'imagine que rien ne peut les en empêcher. Mais il faut écouter attentivement, ce qui est un talent rare. Je me flatte de l'avoir développé chez moi au cours des 4 dernières années. Un vieil homme m'a parlé de sa femme qui avait entendu des voix qui s'adressaient à elle par la bonde de son évier au cours des 3 semaines qui précèdent la mort de leur fille. Au tout début de l'hiver 1957-1958, cette fillette fut l'une des premières victimes de la vague de meurtres qui avait commencé avec George Denbrough et ne prit fin qu'au cours de l'été suivant. Une vraie cacophonie, elle jacassait tout en même temps, me dit-il. Il possédait une station-service Gulf sur Kansas Street et me parlait entre 2 allers-retours, le pas traînant, à la pompe où il faisait le plein, vérifier le niveau d'huile et essuyer les pare-brises. Elle leur a répondu une fois qu'elle m'a raconté, malgré sa frousse. Elle s'est penchée sur la vidange et a crié dedans. Qui diable êtes-vous? Et toutes ces voix lui ont répondu par des grognements, des sanglots, des rires, des hurlements, des sifflements, des jacasseries. On pourrait pas imaginer, il paraît. Comment vous vous appelez? Elles auraient répondu alors comme l'homme possédé a répondu à Jésus. Notre nom est Légion. Elle est restée 2 ans sans pouvoir approcher de l'évier. Pendant 2 ans, j'ai passé 12 heures par jour à la station à me casser le cul. Après quoi, je devais faire toute la foutue vaisselle une fois à la maison. Il venait de prendre une bouteille de Pepsi dans le distributeur à côté de la porte de son bureau et je le regardais. Ce vieil homme de plus de 70 ans en combinaison de mécano gris s'était lavé avec, au coin des yeux et de la bouche, un tel tas de rides. Vous devez commencer à vous dire que je suis complètement cinglé, reprit-il, mais je vais vous dire quelque chose d'autre. Si vous arrêtez votre bidule, je coupai l'enregistrement et lui souris. Étant donné tout ce que j'ai déjà entendu depuis 2 ans, vous avez encore un bon bout de chemin à faire avant de me convaincre que vous êtes cinglé, répondis-je. Il me rendit mon sourire, mais sans trace d'humour de sa part. Un soir, je faisais la vaisselle, comme d'habitude. C'était à l'automne 1958, quand les choses s'étaient tassées. Ma femme dormait à l'étage. Betty était le seul enfant que Dieu a jugé bon de nous donner. Et après sa mort, ma femme a passé beaucoup de temps à dormir. Bon, je retire la bonde, et l'eau commence à couler dans la vidange. Vous connaissez le bruit que font des eaux bien savonneuses quand elles s'écoulent, une sorte de bruit de succion. C'était ce bruit que j'entendais sans y prêter attention. Je me disais que j'allais sortir couper un peu de bois pour le feu, dans l'appentis. Et quand le bruit s'est calmé, j'ai entendu la voix de ma fille, qui venait là-dedans, qui riait dans cette saloperie de tuyau. Ouais, quelque part dans le noir, elle riait. Sauf qu'on aurait plutôt dit qu'elle criait, si on faisait un peu attention. Ou les deux. Elle criait et riait dans les tuyaux. Jamais je n'avais entendu quelque chose comme ça. Peut-être que je ne l'ai seulement imaginé.
je ne crois pas. Il me regarda et je lui rendis son regard. La lumière qui tombait par les vitres sales lui faisait un visage marqué par les années. Je lui donnais l'air aussi vieux que Mathusalem. Lui donnant l'air aussi vieux que Mathusalem. Je me souviens avoir ressenti une impression de froid, de grand froid à cet instant. Vous croyez que je raconte des blagues? Me demanda le vieil homme qui devait avoir à peine plus de 45 ans en 1957 et à quel Dieu n'avait donné que cet enfant, une fille, Betty Ripsom, trouvée éventrée, raidie par le froid, tout au bout de Jackson Street, juste après les fêtes de Noël. Non, répondis-je, je ne crois pas que vous me racontiez de blagues, monsieur Ripsom. Et vous dites la vérité, vous aussi, remarqua-t-il avec une note d'émerveillement. Ça se lit sur votre visage. Je crois qu'il s'apprêtait à m'en dire davantage, mais une voiture entra dans la station et roula sur le fil qui déclenchait la sonnerie stridente du signal au-dessus de nous. Nous sursautâmes tous les deux et je laissai échapper un petit cri. Ripsom se leva et se dirigea de son pas lent vers la voiture, tout en s'essuyant les mains avec un vieux chiffon. Lorsqu'il revint, il me jeta le regard un peu amène, qu'il devait réserver aux intrus qui ne lui inspiraient pas confiance. Je le saluai et pris congé. Budinger et Eves étaient d'accord sur un second point. Quelque chose ne collait pas à Dewey, quelque chose n'avait jamais collé. J'ai vu Albert Carson pour la dernière fois quelques mois avant sa mort. L'état de sa gorge avait empiré. Il n'en sortait plus qu'une sorte de petit sifflement murmuré. Toujours l'idée d'écrire l'histoire de Dewey Hanlon. Oui, plus ou moins. Je n'avais évidemment jamais envisagé de rédiger une histoire de la commune. Pas exactement, et je crois qu'il s'en doutait. Cela vous prendra 20 ans, susurra-t-il, et personne ne la lira. Personne ne voudra la lire. Laissez tomber, Hanlon. Puis il se tut quelques instants, puis ajouta. Bettinger a fini par se suicider, au fait, le saviez-vous? Bien entendu, je le savais, mais seulement parce que les gens parlent et que j'avais appris à écouter. L'article du Daily News parlait d'un accident mortel dû à une chute, et, indéniablement, Branson Bettinger avait fait une chute, mais avait oublié de préciser le journal. Il était tombé d'un tabouret avec un nœud coulant autour du cou. Vous êtes au courant pour le cycle? Je le regardais très surpris. Oui, murmura Carson. Tous les 26 ou 27 ans. Bettinger savait, lui aussi, comme beaucoup d'anciens. Sauf que s'il y a une chose dont ils ne veulent pas parler, c'est bien ça, même si si vous les faites picoler. Laissez tomber, Alan. Elle tendit vers moi une main qui se referma sur mon poignet, comme une serre d'oiseau, et je crus sentir la brûlure du cancer qui lui dévorait l'organisme, se gorgeant de tout ce qui s'y trouvait encore de consommable. C'est-à-dire plus grand-chose, à cette époque. Les étagères d'Albert Carson étaient presque vides. C'est quelque chose dont vous ne devez pas vous mêler, Michael. Il y a à Derry des choses redoutables. Laissez tomber, laissez tomber. Je ne peux pas. Alors, soyez prudent, dit-il. J'eus soudain l'impression que les grands yeux effrayés d'un enfant me regardaient à travers le masque de ce mourant. Très prudent. Derry, ma ville natale, ainsi baptisée du nom d'un comté d'Irlande. Derry. Je suis né à l'hôpital de Derry. J'étais à l'école élémentaire de Derry. J'ai fait mes études secondaires à Derry, tout d'abord à la middle school de la 9e rue, ensuite au lycée de Derry. J'ai poursuivi à l'université du Maine. Ce n'est pas à Derry, mais c'est tout comme, disaient les vieux. Puis je suis revenu tout droit ici, à la bibliothèque municipale de Derry. Je suis l'habitant d'une petite ville, menant la vie d'une petite ville, comme des millions d'autres. Mais en 1879, une équipe de bûcherons découvrit les restes d'une autre équipe qui avait hiverné dans un camp sur le cours supérieur de la Kentuskig, à la pointe de ce que les Gosses appellent toujours les friches mortes. 9 hommes en tout, tous hachés menus. Des têtes avaient roulé, sans parler des bras, d'un pied ou deux, et d'un pénis que l'on avait retrouvé cloué au mur de la cabane. Mais, en 1851, John Markson empoisonna toute sa famille, après quoi, assis au milieu du cercle formé
affres d'une épouvantable agonie. L'agent de police qui le découvrit écrivit dans son rapport qu'il crut tout d'abord que le cadavre le surveillait. Il parle de l'horrible sourire blanc de Markson. Le sourire blanc était la dernière bouchée du champignon mortel. Markson avait continué à manger alors que les crampes tétanisaient les muscles de son corps. Mais, le dimanche de Pâques 1906, les propriétaires des aciéries Kitchener, qui se trouvaient sur l'emplacement actuel du nouveau et clinquant centre commercial de Derry, avaient organisé une chasse aux œufs de Pâques pour tous les enfants sages de Derry. La chasse s'était déroulée sur les vastes terrains de l'aciérie, mais on avait pris la précaution d'en interdire les zones dangereuses, et des employés avaient accepté de monter la garde afin d'éviter aux gamins les plus aventureux la tentation de passer sous une barrière et de partir en exploration. On avait dissimulé 500 œufs en chocolat ornés de joyeux rubans de couleur, et d'après Budinger, il y avait au moins un œuf pour chaque enfant présent. Il courait en riant et en poussant des cris dans le cadre dominical de la scierie et découvrait les œufs sous les cuves basculantes géantes dans les tiroirs du bureau du contremaître, entre les grandes dents rouillées des roues à engrenage, à l'intérieur des moules du deuxième étage. Sur les vieilles photos, ces moules avaient l'air de moules à gâteau d'une cuisine de titan. 3 générations de Kitchener étaient présentes pour assister à ce joyeux deuil-bohu et remettre les prix à l'issue de la chasse, prévue pour 4 heures, que tous les œufs eussent été retrouvés ou non. Il n'y eut jamais de remise de prix. À 3h15, la scierie explosa. Des décombres, on retira 72 personnes avant la nuit. Le bilan final fut de 102 morts, dont 82 enfants. Le mercredi suivant, alors que la ville, frappée de stupeur, était encore sous le coup de la tragédie, une femme trouva la tête du petit Robert Dohay, 9 ans, accroché dans les branches d'un pommier au fond de son jardin. L'enfant avait la bouche barbouillée de chocolat et du sang sur les cheveux. 8 enfants et un adulte furent portés disparus. Ce fut la pire catastrophe dans les annales de Derry, pire encore que celle de l'incendie du Black Spot en 1930, une catastrophe restée inexpliquée. Les 4 grands convertisseurs de la Syrie étaient à l'arrêt, les feux avaient été coupés et non baisés. Mais le taux de crime de sang à Derry est 6 fois supérieur à celui de toute ville de taille comparable de la Nouvelle-Angleterre. Je trouvais mes conclusions préliminaires tellement difficiles à croire que je confiais mes chiffres à un prof d'informatique du lycée qui, quand il n'était pas au clavier de son IBM, hantait la bibliothèque. Il poussa les calculs plus loin en ajoutant une douzaine de petites villes de plus à son échantillon et me fit cadeau d'un graphique tracé à l'ordinateur où l'on voyait le trait qui représentait Derry dépasser du lot comme un pouce obscène. Les gens d'ici doivent avoir un caractère particulièrement ombrageux, fut son seul commentaire. Je ne répondis rien. Si je l'avais fait, j'aurais pu lui dire que quelque chose avait forcément un caractère fort ombrageux à Derry. Ici à Derry, on compte entre 4 et 60 disparitions d'enfants inexpliquées par an. La plupart sont des adolescents. On les classe comme fugueurs. Je suppose que dans le lot, il devait y en avoir quelques-uns. Et pendant que Carson aurait sans doute appelé le temps fort, et pendant ce que Carson aurait sans doute appelé le temps fort du cycle, le taux de disparition augmente dans des proportions vertigineuses. En 1930, par exemple, l'année de l'incendie du quartier noir, on a compté plus de 170 disparitions d'enfants à Derry. Il ne s'agit bien sûr que de celles qui ont été signalées à la police et ont fait l'objet d'un rapport. Rien de surprenant à cela, me dit le chef actuel de la police quand je lui montrai mes chiffres. C'était la crise. La plupart des gens devaient probablement en avoir marre de bouffer des patates à l'eau ou de crever de faim chez eux. Alors ils se sont cassés pour aller tenter leur chance ailleurs. Pendant l'année 1958, ont été signalées disparitions de 127 enfants âgés de 3 à 19 ans dans la ville de Derry. A-t-on observé une crise en 1958 ai-je demandé au chef Rademacher. Non, me répondit-il, mais les gens bougent beaucoup, les mots
c'est vieux parce qu'il rentre trop tard après une boum et hop, plus personne. Je montrai alors au chef Redmatcher la photo de Chad Lowe qu'avait publié le Daily News en avril 1958. Croyez-vous que celui qui soit parti de chez lui après une engueulade avec ses parents parce qu'il était en retard? Croyez-vous que celui-ci soit parti de chez lui après une engueulade avec ses parents parce qu'il était en retard? Il avait 3 ans et demi quand il a disparu de la circulation. Redmatcher me lança un regard qui me rappela celui du pompiste et me dit qu'il avait pris le plus grand plaisir à notre entretien, mais que si je n'avais rien d'autre à lui demander, il avait du boulot. Je partis, hanté, hanté, hante, souvent visité par les fantômes ou les esprits, comme dans la tuyauterie sous l'évier, réapparition fréquente ou régulière, comme tous les 25, 26 ou 27 ans, un endroit où se nourrissent les animaux, comme dans les cas de George Denbrough, Adrian Mellon, Betty Ribson, la fillette des Albrecht, le garçon des Johnson. Un endroit où se nourrissent les animaux. Oui, c'est ça ma hantise. S'il se passe quoi que ce soit de nouveau, quoi que ce soit, je décrocherai le téléphone. Il le faudra. En attendant, il me reste mes suppositions, mon repos compromis et mes souvenirs. Mes maudits souvenirs. Oh, et j'ai encore autre chose, ce carnet de notes, non. Mon mur des lamentations. Et me voilà assis, ici, pris d'un tel tremblement que c'est à peine si je peux écrire, assis ici dans la bibliothèque déserte et après la fermeture, à écouter les faibles craquements en provenance des sombres allées de livres et à surveiller les ombres projetées par la faible lumière des globes jaunes, afin d'être bien sûr qu'elles ne bougent pas, qu'elles ne changent pas. Assis ici, à côté du téléphone, poser la main dessus, le soulever, appuyer sur les touches qui me mettraient en contact avec tous les autres, mes vieux copains. Nous sommes allés loin ensemble. Ensemble, nous sommes descendus dans les ténèbres. Pourrions-nous échapper une seconde fois à ces ténèbres? Je ne crois pas. Dieu fasse que je n'ai pas à les appeler. Seigneur,